Bienvenue dans L'amour dans les égouts sur notre chaîne C'est entre nous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration vraiment particulière et profonde. Ouais, une plongée dans un sujet qui met pas mal de gens mal à l'aise pour le coup. C'est ça. On va se baser sur les notes et le script du 11e épisode de la série d'Un certain Lucas. Et notre mission, c'est de décortiquer un vrai tabou, la façon dont les soucis d'argent s'invitent dans la chambre à coucher. Et comment ça éteint complètement le désir? Les factures, le chômage, les dettes, bref, le stress financier au quotidien. Absolument. Et dans ces sources, il y a une analogie que je trouve frappante. C'est l'idée que le stress financier, ça agit comme une troisième personne totalement invisible qui s'installe dans le lit du couple. C'est une image très forte, oui. C'est pas juste une question de compte en banque vide. Exactement. C'est plutôt comme, tu sais, une application mal optimisée qui tourne en arrière-plan sur un smartphone. On la regarde pas forcément, mais elle draine toute la batterie. Elle consomme toute la mémoire vive, quoi. Voilà. Et à la fin de la journée, au moment de se retrouver, il y a tout simplement plus d'énergie. Ni émotionnelle, ni physique. Tout est à plat. C'est totalement ça. Et cette analogie, elle se valide vraiment d'un point de vue analytique. Cette application en arrière-plan, elle sature la bande passante du cerveau. Et biologiquement, comment ça se traduit du coup? C'est de la biologie pure en fait. Le cerveau humain, face à une menace pour sa survie matérielle, il fait pas vraiment la différence entre, disons, un prédateur dans la savane et un avis d'expulsion dans la boîte aux lettres. Ah oui, le fameux mode survie. Exactement. Le système nerveux sympathique prend le volant. Le corps est inondé de cortisol, d'adrénaline. On est en plein dans la réponse de lutte ou de fuite. Sauf que cet état d'hypervigilance chronique, c'est juste incompatible avec la libido, non? Totalement incompatible. Le désir, la détente, ça demande l'activation de l'autre système, le parasympathique, celui du repos. Pour que l'intimité soit là, le corps a besoin d'un signal de sécurité incontestable. Donc si je comprends bien, l'objectif de cette discussion et des solutions qu'on va extraire des sources, c'est de comprendre comment envoyer ce signal de sécurité au corps. C'est ça. Même quand le budget est dans le rouge et que le monde extérieur hurle au danger, en fait. C'est un sacré défi. Et ça nous amène directement au premier témoignage des notes de Lucas. Pour comprendre ce choc sur le corps, on va regarder un cas très brutal, celui de Sophie et Thomas. Ouais, un basculement vraiment soudain. C'est ça, Sophie, 36 ans, Thomas, 38 ans, 12 ans de couple, 2 enfants, la routine classique, et paf, la rupture nette. Thomas perd son toit. Et là, le récit décrit pas une érosion lente, mais un véritable effondrement. Les disputes deviennent leur langage quotidien. Le stress monte et, évidemment, tout contact physique disparaît. Sophie parle d'une immense solitude face au mutisme de Thomas. Il y a d'ailleurs une citation de Thomas dans les sources qui est assez terrible. Il dit avoir eu l'impression de ne plus être un homme. Et c'est là que je me pose une question cruciale. Le vrai tueur de désir ici, est-ce que c'est le manque d'argent mathématique ou bien la destruction de l'ego et des rôles traditionnels? Je penche vraiment pour la deuxième option. L'argent, dans ce cas, c'est juste le déclencheur matériel. Le vrai poison qui s'installe, c'est la honte. La honte, c'est-à-dire? C'est l'émotion la plus isolante qui soit. La culpabilité, ça te fait dire que tu as fait une erreur. Mais la honte, ça te murmure que tu es l'erreur. Ah ouais, la nuance est brutale. Pour Thomas, perdre son statut de pourvoyeur, ça vient percuter des millénaires de conditionnement social sur la masculinité. Son ego s'effondre, et cette honte le paralyse complètement. Il n'arrive plus à communiquer sa vulnérabilité du coup? Exactement. Il se retire dans sa grotte physiquement et émotionnellement. Et le drame, c'est que de l'autre côté du lit, Sophie, elle ne voit pas la honte. Bah oui, elle doit percevoir ça comme du rejet ou du désintérêt. C'est tout à fait ça. Elle se sent abandonnée. Et ce décalage total d'interprétation, c'est ça qui génère des disputes défensives. Chacun lutte pour sa survie émotionnelle. L'un se cache par honte et l'autre attaque par peur de l'abandon. C'est le mur de glace parfait. Ouais, un cercle vicieux classique, mais dévastateur. Mais ce qui est fascinant dans l'analyse de Lucas, c'est comment ils ont cassé ce mur. La solution, ça n'a pas été de trouver un job magique le lendemain. Non, ça a commencé par un aveu commun. Voilà. Ils se sont assis et ils ont admis, sans s'accuser mutuellement, que l'argent était en train de les séparer. Nommer le problème ensemble, en fait, c'est le sortir de l'espace interpersonnel. Tant que c'est pas verbalisé, ça devient une attaque personnelle. Genre Thomas se dit qu'elle me méprise et Sophie se dit qu'il ne l'aime plus. Exact, mais en admettant que la situation financière est l'ennemi commun, ils redeviennent une équipe.
Le cerveau enregistre un changement. La menace, c'est plus le partenaire. La menace est extérieure. Et ça, c'est la première étape pour retrouver cette fameuse sécurité émotionnelle. C'est ça. Absolument. C'est le signal de départ pour désamorcer l'alerte. Et le remède qu'ils ont trouvé ensuite est d'une simplicité désarmante. Ils sont revenus à des activités gratuites, des promenades le soir, des jeux de société, des massages à la maison. Et c'est pas anodin du tout sur le plan neurologique. Ces activités forcent l'esprit à revenir dans le moment présent. Ça coupe l'anticipation anxieuse du futur, en gros. Exactement. Et le massage, ça va encore plus loin. C'est le réapprentissage d'un toucher sans enjeu de performance sexuelle. Ça libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Qui vient contrer directement le cortisol, le stress. C'est fascinant. Il recrée du désir sans aucune pression financière. C'est la preuve que la sécurité émotionnelle peut être restaurée indépendamment de la réalité du compte bancaire. Bon, ça, c'était le cas d'un choc soudain. Mais les sources nous présentent aussi une dynamique très différente. Pas un accident, mais un poison lent. L'étouffement par les dettes, ouais. Le deuxième cas. Camille et Alexandre, 41 et 43 ans, 15 ans ensemble. Et leur intimité a été littéralement paralysée, asphyxiée par les crédits. L'argent avait colonisé 100% de leur conversation. C'est le chiffre clé. Oui, ils ne faisaient plus rien ensemble. Ils étaient devenus des gestionnaires de crise perpétuels. Mais alors, là où j'ai envie de faire une remarque, c'est sur leur solution. La fameuse règle stricte. Voilà. Ils ont instauré une soirée par semaine, stricte, sans parler d'argent. Interdiction totale. Franchement, ça me semble très paradoxal. Ah bon? Dans quel sens? Instaurer une règle presque administrative pour retrouver quelque chose d'aussi instinctif que l'intimité, n'est-ce pas un peu jouer à l'autruche, une sorte de positivité toxique en mode tout va bien alors que la maison brûle? C'est une réaction très légitime. On pourrait croire à du déni. Mais la frontière entre le déni et la compartimentation est immense. D'accord, alors comment on différencie les deux? Le déni, c'est refuser de voir le problème en espérant qu'il disparaisse. La compartimentation de Camille et Alexandre, c'est reconnaître la gravité, mais refuser de lui donner un accès illimité à leur esprit. Donc on met des barrières mentales. C'est ça. L'anxiété de la dette, c'est comme un gaz toxique qui remplit toutes les pièces de la maison. Sans cette règle rigide, l'angoisse s'infiltre partout. Ils devaient donc imposer cette frontière pour artificiellement recréer une zone de sécurité psychologique? Absolument. C'est une sanctuarisation de leur temps. En cuisinant les restes ou en discutant de leurs rêves au lieu des factures, ils redeviennent une équipe. C'est vrai que, vu sous cet angle, l'intimité ne demande pas forcément un compte en banque rempli. Elle a juste besoin d'un espace mental où on n'est plus des adversaires. L'intimité, c'est retrouver son identité de partenaire. C'est se sentir inconditionnellement accepté, même au milieu du chaos financier. C'est ça qui redonne de l'oxygène au désir. C'est très puissant. Et ça nous mène tout droit au plan d'action concret que Lucas propose à la fin de son analyse. Une vraie méthode à coût zéro pour reconstruire l'intimité. La synthèse des recommandations. Il y a des choses très pragmatiques là-dedans. Oui, on retrouve ce rituel hebdomadaire sans parler d'argent. La priorité absolue donnée à la gratuité pour se reconnecter, comme les promenades ou les massages. Et il y a aussi un point capital sur la façon de communiquer. Parler de ses peurs financières sans jamais lancer d'accusation. Oh oui, ça, la formulation change tout. C'est la différence entre dire « tu dépenses trop, tu nous mets en danger » et dire « j'ai une boule au ventre quand je regarde nos comptes ». Le cerveau du partenaire reçoit pas du tout le même message. La première phrase, c'est une attaque. Ça déclenche de la colère ou une mise sur la défensive. Et la deuxième phrase, ça montre de la vulnérabilité. Ça déclenche l'empathie. C'est ça, transformer le blâme en appel à l'aide. Et puis Lucas conseille aussi de faire équipe en construisant un budget commun, de célébrer les petites victoires. Et de ne pas hésiter à demander de l'aide externe, genre un conseiller ou un thérapeute, si le fardeau devient juste trop lourd à porter. C'est un plan d'action très complet. Exactement. Alors que ces sources prouvent le contraire. L'intimité, elle repose presque exclusivement sur l'attention pure et la sécurité émotionnelle, pas sur le portefeuille. Et c'est la philosophie centrale du document de Lucas. Il dit une phrase clé. L'argent passe, mais la connexion reste. C'est beau. Et ça met en lumière une distinction hyper importante. La différence entre l'insécurité financière, qui est très concrète et matérielle, et l'insécurité relationnelle, qui relève de l'empathie. Oui, on peut avoir du mal à payer son loyer, mais se sentir totalement en sécurité avec son partenaire, parce qu'on sait qu'il ne nous juge pas. Et à l'inverse, on peut être multimillionnaire et être rongé par une insécurité relationnelle totale. L'objectif, c'est vraiment de stopper l'hémorragie d'empathie, pas juste d'effacer la dette.
En gros, on fait de la précarité ou de la contrainte un ciment pour le couple. On passe de victime du système à allié dans la tranchée. C'est une belle image. Bon, si on fait une petite synthèse de cette exploration, on a vu que le stress financier détruit la libido en saturant l'esprit, Le cerveau est en mode panique, donc le désir disparaît. mais on a aussi vu que le remède ne nécessite pas de gagner au loto. Il exige une communication sans reproche, du temps sanctuarisé et une alliance de fer face aux difficultés. Une alliance inébranlable, ouais. Et tout ça m'amène à une pensée finale, un peu provocatrice, tirée de ces sources. Une réflexion à méditer. Je t'écoute. On sait que le quotidien, quand on a de l'argent, offre plein de moyens d'esquiver les vrais problèmes. On achète la paix avec des sorties ou des cadeaux. Des béquilles ou des anesthésiants matériels en quelque sorte. C'est ça. Mais si une crise financière arrache toutes ces distractions coûteuses, le couple est forcé de se concentrer uniquement sur l'attention pure, la communication brute. Sans aucun artifice pour faire illusion. Voilà. Alors se pourrait-il, paradoxalement, que cette précarité forcée devienne le catalyseur de la période la plus authentique et la plus intime d'une relation amoureuse? C'est la théorie de l'épreuve du feu. Ça force la vulnérabilité absolue. Et c'est souvent là que se forge la vraie intimité. C'est une excellente réflexion. Une perspective qui remet beaucoup de choses en question. Voilà qui conclut notre plongée du jour. Mais l'analyse de Lucas ne s'arrête pas là. Les sources mentionnent un autre défi majeur pour le prochain script. Ah, une autre menace pour la bulle du couple. Oui. Comment protéger son intimité face à la pression de la famille, des enfants et des beaux-parents? Je sens que la sanctuarisation va encore être au cœur du sujet. Ça promet d'être tout aussi intense. Totalement. Merci de nous avoir suivis et d'ici là, faites attention aux applications qui drainent votre énergie en arrière-plan. À la prochaine!